Si Dionysos était une femme, le premier podcast dédié aux femmes leaders dans l'univers du vin revient avec un épisode spécial dédié aux bulles. Vous avez découvert une femme inspirante à travers le podcast complet de Françoise Antèche-Gazeau de la Maison Antèche, et j'espère que comme moi, vous conservez son énergie communicative dans votre quotidien. Ah, vous n'avez pas encore écouté le podcast? Je pense que Parlons Bulles vous invitera à l'écouter ensuite. Alors lors de notre entretien justement, nous avons pris le temps d'échanger sur les bulles, les effervescents. Et j'ai l'immense plaisir de partager avec vous cette parenthèse, riche d'informations et le point de vue de mon invité sur les précieuses bulles. Alors cet épisode s'adresse à toutes et tous, novices, amateurs de vin, de bulles, professionnels. Je vous souhaite une belle écoute. Et pour faire connaître et vivre ce podcast, merci de partager, aimer, commenter. Grâce à vos retours, je ne peux que mieux étoffer les futurs. Vous avez un iPhone, sur le podcast iTunes, mettez une petite étoile. Cela permet au podcast Si Dionysos était une femme de remonter dans les classements. Et un avis si le cœur vous en dit. À très vite. Parlons bulles. Quelle est la différence entre une bonne bulle et une grande bulle pour Françoise Antèche? C'est la délicatesse pour moi. C'est vraiment ce mot qui caractérise une grande bulle. Ça va t'emporter. Tu sauras pas pourquoi, mais c'est la délicatesse qui va t'emporter. Il y a énormément de bonnes bulles sur le marché aujourd'hui à déguster, à boire. Des très grandes bulles. Il n'y en a pas forcément beaucoup. Et ce que j'ai remarqué, moi, toutes les émotions que j'ai eues, donc ne parlons pas des bulles de la Maison Antèche, parlons des émotions que j'ai eues avec les autres, c'est plus facile et ce sera surtout moins prétentieux. Mais c'est toujours des émotions de gens qui ont essayé de faire autrement, d'aller chercher d'autres vinifications, qui ont cherché à étonner, à faire découvrir quelque chose qui peut être leur terroir d'ailleurs, qui peut être justement leur classicisme. Mais ça, c'est vraiment et le mot délicatesse et pureté, c'est vraiment pour moi les mots. Il faut que la bulle roule dans la bouche, il faut que le nez soit pas waouh, vraiment qu'on ait un nez d'une grande délicatesse. Et au fur et à mesure où le gaz carbonique fait monter les arômes, qu'on parte en voyage, mais par toutes petites notes, vraiment des toutes petites nuances, et qu'en bouche on ait de la droiteur, de la finesse, voilà. Mais délicatesse, c'est vraiment pour moi le mot le plus important. Qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme petit exercice pour comprendre justement et bien choisir une bulle? La bulle qu'il faut boire, c'est la bulle qu'on aime. Donc moi, ce que je recommande à même tous les clients qui viennent ici, c'est d'en goûter plein et de trouver son style. Ça, c'est vraiment extrêmement important. C'est comme un parfum? Oui, je pense que c'est comme un parfum, c'est comme des plats, c'est comme des épices, c'est comme, voilà, on a son propre palais. Il n'y a pas de vérité, c'est de ne pas suivre la bien-pensance, c'est de goûter vraiment beaucoup de choses et de dire, ça j'adore, sans se soucier de ce que pensent les autres. Et après, d'explorer peut-être dans le ça j'adore, qu'est-ce qui est dans cette famille. Si j'aime le chardonnay, d'essayer peut-être d'en goûter d'autres, etc. Si j'aime les vins où il y a eu peu de dosage, ou si j'aime les vins au contraire plus ronds, vraiment c'est de faire ce parcours. Moi je recommande de boire des bulles le plus souvent possible, parce que juste le fait d'ouvrir le bouchon, c'est déjà la fête, c'est déjà positif, c'est déjà on est bien, c'est déjà on est heureux, et voilà. Boire des bulles, c'est aussi peut-être ne pas intellectualiser le vin. C'est juste le moment de plaisir où je suis avec des gens, on trinque avec des bulles beaucoup plus qu'avec du vin tranquille. Et la bulle, c'est vraiment un appel à rire, c'est un appel à partager, c'est un appel à célébrer. On ouvre des bulles pour les moments heureux. Et justement, nous, on arrive à avoir des prix tout doux sur des rapports qualité-prix excellents. Et quand je voyage, moi, je dis « celebrate every day ». Voilà, et trouvez tous les matins une occasion d'ouvrir une bouteille de bulle et vous verrez, votre vie, elle sera plus belle juste parce que vous aurez trouvé l'occasion de l'ouvrir.
C'est vrai. Vendredi parce que c'est vendredi, samedi parce que c'est samedi, dimanche pour oublier que demain c'est lundi, etc., etc. C'est trouver tout le temps des occasions de faire la fête, encore une fois, de voir ce verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Et les gens qui font des bulles, c'est vraiment des gens qui, j'ai remarqué, qui sont quand même dans ce mouvement de fête, de partage, de convivialité, et ça c'est voilà. Mais ce que je conseille, c'est goûter et trouver votre style, et après éclatez-vous avec avec ce style. Et alors, pour aller un peu plus loin sur les accords mets et bulles, parce qu'on a souvent la bulle, c'est l'apéritif ou le dessert, hein, on va généraliser. Mais aujourd'hui, la bulle, elle se boit également sur tout un tas de plats. Et là, tu as des recommandations aussi à faire? Ah, plein. Je suis amenée par mon métier à travailler beaucoup avec la gastronomie, la restauration. Je travaille avec beaucoup de chefs étoilés et on travaille énormément de repas tout bulles. Et ça, c'est toujours une surprise pour tout le monde, y compris pour les chefs en général, et de faire un travail. Alors pour ça, il faut avoir un catalogue de bulles, une proposition de vins différents. Mais nous, on a la chance d'avoir une quinzaine de bulles différentes dans notre production, avec des vins qui vont peut-être être aériens, légers pour le dessert, des bruts nature pour aller sur des coquillages ou sur sur des huîtres, des plateaux de fruits de mer. On va avoir des rosés pour aller soit sur des foie gras, soit pour aller sur des desserts. On va avoir des vins de garde, des bulles de garde. Moi, j'ai un 2013 en ce moment qui est resté 5 ans, ça s'appelle la grande cuvée oubliée chez nous, qui est resté 5 ans à vieillir sur latte. Vous avez des arômes de brioche, de pain grillé, etc. Et ça sur des viandes blanches, sur des truffes, c'est absolument magique. On a la méthode ancestrale où on a l'impression de manger une tarte tatin, voilà. Et j'adore travailler avec les chefs justement et leur dire goûte ce vin et avec quoi tu le servirais. Et on a beaucoup d'expériences de repas tout bulles. Nous on appelle ça de repas tout bulles, et où on peut sur une dizaine d'effervescents faire des découvertes aux gens qui sont absolument incroyables. Et encore une fois, c'est léger. Et alors avec la cuisine asiatique, c'est magique. C'est magique. Oui. C'est magique de faire un repas tout bulle. Soit on est sur un univers de poissons crus, comme sur des influences Japon, voilà, où là c'est d'une grande évidence, mais aussi sur des cuisines plus, je pense à la cuisine thaïlandaise ou vietnamienne, avec des épices, avec des choses comme ça, et où la légèreté de la bulle vient justement amener une belle balance avec tout le côté riche d'épices que peuvent avoir des plats. Petite parenthèse sur le Mosaic. Alors le Mosaic, c'est un cépage emblématique de Limoux, originaire de Limoux, autochtone. Et c'est un cépage que tu affectionnes, mais alors très particulièrement. C'est ton 3e fils, c'est ça? Oui, c'est un peu ça. Donc moi, je suis mon emblème aujourd'hui, ma devise, c'est sauvons le Mosaic. Le Mosaic, c'est donc le cépage indigène. On le produit à Limoux au moins depuis 5 siècles. C'est un cépage que je qualifierais de rustique, mais pour moi dans le bon sens du terme, qui se plaît à pousser chez nous et qui est malheureusement un peu en train de disparaître, et ça m'émeut beaucoup en fait depuis quelques années. Aujourd'hui, on a 2 appellations principales à Limoux, le crément et la blanquette. Le crément, c'est fait avec du chardonnay, du chenin et du pinot noir, des cépages qu'on retrouve partout dans le monde. Et la blanquette de Limoux, c'est fait à 90% minimum avec le cépage Mosaic, qui est notre cépage traditionnel. Et comme aujourd'hui, c'est plus facile parce que le mot crément est porteur de vendre du crément que de la blanquette, on s'aperçoit en fait que les gens ont du mal à croire en l'appellation blanquette et du coup au Mosaic. Et si mes calculs sont exacts, malheureusement, dans une 20aine d'années, des vignes de Mosaic auront été arrachées et remplacées par des chardonnays, chenin et pinot. Je trouve ça très dommage parce que le Mosaic, ce sont nos racines, c'est notre histoire à Limoux. Avant, il n'y avait que ça comme cépage blanc. C'est aussi ce qui fait que nos bulles sont différentes des autres. Et ça, c'est vraiment pour moi, encore une fois, très important d'être capable d'associer un
un produit qu'on consomme à un terroir. C'est pour ça que je fais de l'AOC et que je suis vraiment très engagée dans l'AOC, parce que je pense que cette notion de ce vin qui est fait là, il serait très différent s'il était fait ailleurs. Et le Mauzac là-dessus nous donne une identité de terroir qui est magique. Et puis alors, pour être plus pragmatique, le Mauzac, c'est un cépage plus tardif qu'on cueille 15 jours après les autres et qui est donc, selon moi, notre meilleure chance à l'avenir pour faire face au réchauffement climatique. Et voilà, et on a travaillé depuis, il y a 3-4 ans qu'on travaille dessus. On a travaillé sur une nouvelle gamme qui revisite complètement notre appellation. Et en disant, on va garder nos racines, on va garder notre cépage et on va essayer de montrer aux gens que c'est quelque chose d'absolument fabuleux. Donc on a créé quatre vins différents qui tous sont en hommage absolu au Mauzac, mais avec des sensations très différentes. 100% Mauzac, aucun autre cépage dedans. Un, c'est en brut nature, qu'on a gardé 2 ans sur lit, qui explose. Il y a du yuzu dedans. On est vraiment sur un, c'est en 2016. Personne ici ne garde des Mauzac longtemps en vieillissement sur latte. Donc on a dit on va tenter cette aventure. Et c'est magique. On a réussi à garder l'acidité, mais en amenant des notes de grillé, de brioche, de beurre. C'est superbe. Une ancestrale qui sera moins sucrée que les ancestrales qu'on fait habituellement, qui sera vraiment sur de la vivacité. Et puis vraiment le produit qui va être emblématique, on l'a appelé 3.0. Et là, c'est une super innovation technique. Quand je parlais tout à l'heure de choses différentes, où on a réussi à faire tout notre process sans sucre du tout, sans aucun sucre extérieur. Donc 3x0, ça veut dire 3 fois pas de sucre. Pas de sucre à la première vinification, pas de dosage à la fin. Normalement, on rajoute toujours un peu de sucre pour arrondir un peu le vin. Et puis surtout, on a réussi à trouver une technique, c'est de faire refermenter en bouteille, de faire notre deuxième fermentation en bouteille, sans ajouter de sucre extérieur. On a juste gardé des mous à 0 degré des vendanges pendant quelques mois. Et quand il s'est agi de faire la deuxième fermentation en bouteille, ils étaient gorgés de sucre, ils n'avaient pas bougé. Et on les a utilisés pour faire une reprise de fermentation. Voilà. Donc ça, je suis hyper fière de ce 3.0 parce que c'est un exploit technique sur lequel on a galéré et sur lequel on a exploré, sur lequel, voilà, ça fait partie des choses où on a commencé par se tromper avant d'arriver à, voilà. Et vraiment, on a aussi travaillé après des habillages peut-être un peu plus modernes, le paquet cadeau qui va bien, mais fondamentalement, ce qu'il y a dans la bouteille, c'est notre histoire, c'est nos racines, et c'est vraiment une mise en lumière du Mauzac, et je suis très heureuse parce que notamment toute la clientèle jeune a envie de cette découverte, a envie de parler de ce cépage qu'ils connaissent pas, de sortir un peu des sentiers battus et de partir sur un univers qui est vraiment très différent. Et pour nous aussi, c'est une grande chance. On a, je pense, 2 jambes à Limoux. Une, c'est le crément, très classique, où on va faire des bulles, où on va essayer justement de se rapprocher de cet univers du champagne, des bulles magiques, etc. Des choses sur de la délicatesse, de la complexité, de la pureté. Et après, on a l'autre jambe qui est notre histoire, notre terroir, notre ADN en fait, et sur lesquels on va pouvoir partir sur des choses très différentes, beaucoup moins polissées, plus rustique, plus pleine de sens et d'histoire et qu'on va avoir envie de partager. Et je suis très contente d'avoir ces 2 jambes pour marcher, pour avancer et qui sont très différentes. Donc tous mes efforts depuis 25 ans, ils vont dans ce sens. C'est comment on arrive à faire les grands vins et à convaincre les gens de passer au-dessus des a priori qu'ils peuvent avoir. Vraiment goûter à cette expérience qu'on peut faire. Limoux, c'est un mélange de confluence. On est méditerranéen, mais on a déjà des influences océaniques. Comme Cabardet, c'est Malepère, on a déjà de l'Ouest qui nous arrive et qui donne quand même beaucoup de vinosité à nos vins. Et par rapport à tout le reste du Languedoc, nos vignes, ils sont à 400 mètres d'altitude. Donc on est face aux Pyrénées, on a encore de la neige aujourd'hui alors qu'on est au mois de juin. Et on a des super fraîcheurs et donc des super qualités d'acidité. C'est pas pour rien s'il y a beaucoup de vignerons, soit champenois, soit bourguignons, qui viennent planter des chardonnays et des pinots à Limoux. C'est parce qu'on a vraiment un terroir magnifique. Et voilà, il faut qu'on travaille notre image. Je pense que le travail des vins,
par la plupart des vignerons qui sont là aujourd'hui, il a été fait. Et aujourd'hui, il y a vraiment chez mes collègues des grandes bulles qui sont et des grands vins tranquilles. Et aujourd'hui, il faut qu'on arrive à avoir cette part de voix qui fait qu'on puisse convaincre les gens. C'est le prochain défi des 30 années à venir, c'est de faire savoir aujourd'hui que ce qu'on fait et que notre terroir, il est absolument magnifique. Donc en fait, c'est l'image générale de l'appellation qui est à casser le schéma. Exactement, exactement. Ce qui me rassure beaucoup avec les générations qui arrivent, c'est qu'elles sont beaucoup moins buveuses d'étiquettes que leur aîné, et c'est qu'elles sont beaucoup plus ouvertes à la découverte. C'est vrai que il y a 30 ans, tu buvais du rouge, c'était du Bordeaux, tu buvais du blanc, c'était du Bourgogne, et tu buvais des bulles, c'était du champagne. Et si tu sortais de là, c'était... Le monde a changé. Alors, la révolution, elle s'est faite très vite en Languedoc-Roussillon avec les vins tranquilles. Et aujourd'hui, sur toutes les cartes, on voit beaucoup de vins tranquilles partout. Notre combat aujourd'hui, il faut que la bascule, elle se fasse aussi sur les bulles, et que les gens soient hyper fiers parce qu'en fait, à Limoux, nous produisons les bulles d'Occitanie. Il n'y en a pas ailleurs. Il n'y en a pas ailleurs sur le territoire de notre région. Et il faut vraiment qu'on se batte pour imposer nos bulles comme les bulles de la région, comme l'ont fait les vignerons de vin tranquille, où aujourd'hui vous avez des Corbières, des Chitous, des Pic Saint-Loup, des Terrasses, du Larzac, des Clappes, je vais en oublier, des Roussillons absolument partout. Et encore la bulle, on est un petit peu à la traîne. Donc il faut qu'on fasse ce travail de communication, de dégustation, de conviction. Et il faut qu'on ait aussi, cette fois, nous, chez nous, de dire je suis sûre que nos bulles sont très grandes. Voilà. Et si on a nous cette fois, on pourra la partager. Et alors, une autre parenthèse, c'est quand même, bon, le monde des bulles, il est large. Bon, on a parlé en France, hein, champagne, blanquette, etc. Mais tu as les cavins et les prosecco, etc., etc. Comment aujourd'hui, comment toi tu abordes ces différentes références d'autres pays par rapport au marché? Est-ce que ça... Alors, le meilleur exemple, c'est le prosecco. Parce que le prosecco, on l'a pas vu venir il y a 10-15 ans. Et ça a été, c'est même pas une vague, ça a été un tsunami. C'est-à-dire qu'ils se sont mis à passer de 150 millions de bouteilles à 700 millions de bouteilles aujourd'hui. Donc ils ont envahi le marché et tout le monde s'est mis à boire du prosecco, aidé par le spritz et la Dolce Vita, l'image que ça, mais aussi aidé par la facilité. C'est le prosecco, c'est un process de vinification hyper simple qui a rien à voir avec le nôtre, où on met tout dans une cuve, les levures, le sucre, on fait fermenter, on met en bouteille et peu de temps après c'est bu. Alors c'est des vins très jeunes, très sur le fruit, souvent beaucoup très sucrés, et donc voilà, c'est des vins plaisir, faciles à boire, etc. Et donc pendant des années, ça a été perturbant pour nous, parce que ces gens-là prenaient des parts de marché, et forcément, voilà. Aujourd'hui, moi, je le vois pas du tout comme ça. Je vois au contraire que c'est une chance énorme pour nous, parce qu'en fait, ces Prosecco, ils ont fait venir des gens à boire des bulles qui n'en buvaient pas. Et ça a vraiment été pour moi une étape, des gens qui buvaient soit des alcools forts, soit des vins blancs, etc., dans plein de pays, et qui se sont mis tout d'un coup à découvrir que boire des bulles, c'était festif. Et puis ces gens s'éduquent au fur et à mesure, ils en boivent, et ils se disent, bah, le Prosecco c'est bien, mais c'est quand même pas la plus grande bulle du monde. Et l'étape d'après, où je vais m'investir dans le choix du vin que je vais boire, et ben la méthode traditionnelle, les créments et les champagnes, c'est quand même la Rolls. Et nous, dans notre univers aujourd'hui de créments et blanquettes de Limoux, les rapports qualité-prix qu'on peut offrir sont absolument incroyables. Donc vraiment aujourd'hui, moi je remercie les Prosecco d'avoir envahi ce marché. Et on voit plein aujourd'hui de pays à l'étranger, comme l'Angleterre, comme la Scandinavie et beaucoup d'autres endroits, où les gens disent le Prosecco est en train de baisser, les ventes de Prosecco, c'est la première fois que ça arrive, hein, sont en train de baisser au profit justement des créments, où le mot crément est aujourd'hui reconnu
crémant, ça veut dire fait exactement comme le champagne dans une autre région de production. Donc c'est la seule différence qu'il y a entre des champenois et nous. C'est le terroir, bien sûr, qui a une importance capitale, mais et les cépages utilisés. Sinon, tout le reste, nous, notre métier, le métier des champenois, c'est exactement le même. Et donc aujourd'hui, il faut qu'on arrive absolument à capitaliser sur cette image de vin de très très grande qualité. Le cava, c'est une autre histoire. C'est des gens aussi qui produisaient beaucoup. Ils produisent 300 millions de bouteilles comme le champagne il y a quelques années. Donc c'est aussi des gros faiseurs. Avec des très belles maisons, selon moi. Moi, ça fait partie des belles émotions que j'ai pu avoir dans ma vie en bulle et des choses aussi plus courantes. On va dire ça comme ça. Voilà. Mais vous avez aussi une appellation en Italie qui s'appelle le Franciacorta, qui sont pour moi les plus grandes bulles du monde, qui est micro-appellation, je crois qu'ils produisent moins de 20 millions de bouteilles par an et qui sont parmi les plus grandes bulles du monde, selon moi. Voilà. Donc, des petites pépites à découvrir. Ouais. Donc l'identité de Limoux, ça c'est l'avenir. Miser dessus. Moi, pour moi, c'est exactement. On a eu tendance à l'enlever de nos étiquettes et moi aujourd'hui, j'ai très envie de le remettre, de le mettre en majesté, parce que Limoux, c'est ce qui fait qu'on n'est pas comme tout le monde, que dans un monde de gros, on peut aussi avoir sa place. Et justement cultiver cette identité différente qui va pas être la marque, mais qui va être la mise en valeur de son terroir et du fait qu'on vient de là et qu'on vient pas d'ailleurs. Et donc ça, cette identité, c'est à travers le CIVL, tu peux le mettre en avant ? Oui, bah déjà tous les jours à travers le travail qu'on fait auprès de nos clients, à travers par rapport à l'institutionnel. Et après par rapport à l'interprofession, bien sûr, où il faut qu'on soit ensemble, parce que la voix elle sera plus forte si on la porte à plusieurs que si on la porte tout seul. Hein. Ça c'est d'une évidence. Mais à un moment donné, il faut se retrousser les manches et puis commencer à y aller. Et voilà. Et puis moi, c'est ma croyance très forte. Tout le monde n'est pas obligé de la partager non plus. Donc voilà, on y va et puis après on avance. Voilà, enfin, on ne porte pas plus un message parce qu'on est femme ou parce qu'on est homme, c'est juste parce qu'on est vigneron, qu'on est attaché à sa terre ou à ce qu'on fait, qu'on est d'ici ou qu'on n'est pas d'ici. D'ailleurs, on peut avoir adopté l'être venu d'ailleurs et avoir adopté le terroir. Et voilà, après qu'on soit femme ou homme n'a pas tellement d'importance pour moi. Mais je pense que les jeunes aujourd'hui, les jeunes vignerons avec qui je parle et que je rencontre, ils sont notamment, là j'ai eu plein d'encouragement et ça m'a fait extrêmement plaisir de cette démarche que j'ai lancée sur Aime le Mosaque, notre nouvelle voilà, et qui est là pour remettre en lumière vraiment ce cépage et cette identité de terroir. En somme, c'est mettre l'accent sur l'origine en apportant cette touche de créativité continue pour séduire les nouveaux consommateurs, les futurs, qu'on appelle les millennials. Vous l'avez entendu, chers auditeurs, chères auditrices, le monde des bulles est vaste et fascinant. Cette parenthèse terminée, je vous souhaite explorer davantage ce fascinant monde des effervescents pour un plaisir manifeste dans nos instants de fête. Je vous dis à très vite pour de nouvelles conversations du podcast Si Dionysos était une femme.